Alors, on l'a appris très tôt ce matin, situation incertaine du côté du Burkina Faso, Jacques Lewaleno. On l'a appris, on essayait de voir du côté de la télévision, aucune image, rien de filtre, on est dans l'incertitude de ce côté. On est dans l'incertitude, je crois depuis hier nuit qu'il y avait des tirs du côté de Kosiam, donc en direction de la présidence. Oui. Après, aux dernières nouvelles, les tirs ont cessé. Les informations que nous avons sur place, c'est qu'il y a des accès à la télévision qui étaient bouclés jusqu'à ce qu'on entre dans ce studio. Le signal était coupé, mais quand je venais là, il y a le signal qui est revenu à présent. Les grandes gueules. Et puis, l'accès à la primature également est bouclé. Ce qui est sûr, nos confrères sur place nous disent qu'ils n'ont pas encore d'éléments sous la main, puisque les militaires, ils ne voient que les militaires regroupés à quelques endroits stratégiques de la ville de Ouaga, mais il n'y a pas de communication sur ce qui se passe réellement. Pour l'heure, il faut être très prudent sur ce qui se passe. Est-ce qu'une incompréhension entre les putschistes eux-mêmes, est-ce que parce que cela se dit de la part de confrères, il se pose aussi des questions. Est-ce que c'est un putsch probable? Putsch probable, ce sont des questions que tout le monde se pose. Un putsch contre un putsch. Oui, un putsch contre un putsch, tout naturellement. Donc quand on venait, on a vu l'image des Damiba dans une école militaire qui n'est pas une nouvelle image. Ça doit être une image ancienne, mais cela laisse penser que peut-être quelque chose ne tourne pas rond. Quelque chose ne tourne pas rond, mais généralement des traditions, lorsque souvent les choses basculent en défaveur de celui qui est au pouvoir, le média d'État enlève tout de suite son image. Donc le fait qu'on a vu cette image, peut-être encore on peut se dire, soit on est en train d'aller vers la maîtrise de la situation, ou alors ceux qui sont du côté du média n'ont pas encore la compréhension nette de ce qui est en train de se passer. Voilà. Parce que ce qui est inquiétant d'habitude, comme Jacques l'a dit, Daouda, si on a la même mise sur la situation, la maîtrise de la situation, c'est de venir directement au niveau de la radio, la télévision nationale pour communiquer. Oui, effectivement, c'est ce qui doit être la règle, mais lorsqu'on on observe un peu de presse ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas que dans un camp, c'est dans plusieurs camps. Et même à l'intérieur du pays, à l'intérieur de Burkina, dans certains cas, il y a des mouvements qui sont signalés, il y a les coups de feu qui sont signalés là. Et voir le président, parce que d'autres images nous montrent également la présence des pick-up qui sont à des points stratégiques de Ouagadougou. Et la résidence 2000, et heureusement que notre daddy c'est à Conakry, sinon on s'inquiéterait pour lui. La résidence 2000 également. Ouaga 2000 est bouclé. Ouaga 2000 qui est bouclé complètement. Et aujourd'hui, est-ce que la prudence peut être du côté de Damiba à se déplacer pour aller vers la station de télévision pour s'exprimer, pour apporter ou pour envoyer quel message? Est-ce que la sécurité peut lui permettre de s'exposer, vu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? On ne sait pas encore exactement ce qui se passe. Est-ce qu'une mutinerie que les militaires sont en train de mener du côté de Ouaga, de Burkina, est-ce qu'une tentative de coup d'État? On ne sait pas encore trop. Oui. Peut-être les services de renseignement du côté de Ouagadougou peuvent aller davantage pour comprendre ce qui se passe. Mais pour l'instant, moi, je me dis, la présence de Damiba peut ne pas être la première priorité. C'est d'abord le fait de savoir qu'est-ce qui se passe. Justement, quand la sécurité n'est pas là, quand on n'est pas sûr qu'en se présentant, on peut s'en sortir. Ben voilà. Donc, le mieux serait de rester à l'ombre et observer. Mais ce qui, en observant cette tentative, ou en tout cas cette situation confuse aujourd'hui au Burkina Faso, je suis tenté de me poser la question de savoir qu'est-ce que l'Afrique veut. Qu'est-ce que les Africains veulent pour l'Afrique? C'est une bonne question. Parce qu'aujourd'hui, le pays il est en proie de djihadisme, de tout ce qu'on sait, l'insécurité totale, le banditisme qui est érigé aujourd'hui en mode de revendication, ou en mode de, je sais pas, en mode de gestion des zones, et que le pays soit dans une transition. Le coup d'État est intervenu. Parce que quand même cité un exemple par rapport à la gestion de la transition. Donc je suis très surpris aujourd'hui de voir cette situation intervenir au Burkina Faso. Je ne sais pas qui peut sortir gagnant si la crise s'enlise aujourd'hui au Burkina Faso.
Parce que ce n'est pas que le Burkina. Vous savez, le Burkina... Ça peut impacter toute la sous-région. Ça peut impacter toute la région, sous-région, mais également le G5 Sahel surtout. Justement. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la dynamique de la maîtrise des groupes djihadistes, mais qu'on soit également dans une dynamique de coup d'État par-ci, coup d'État par-là. Je me demande bien qu'est-ce que les Africains veulent pour l'Afrique. Belle question. Alors, Djiba, on a essayé de joindre des confrères de ce côté qui sont tous prudents parce qu'ils n'ont pas une maîtrise de la situation, ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour pouvoir se prononcer ce matin. Oui, on est dans une situation assez confuse. Donc, pour l'instant, et vous savez, lorsqu'il y a la guerre, on dit que la première victime de la guerre, c'est la vérité. Personne ne peut dire exactement ce qui se passe sur le terrain, qui a repris la main, tant qu'on ne revient pas vers la calmie. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que Damiba, il hérite d'une situation extrêmement difficile. Oui. Il hérite d'une situation, depuis 2015, le pays a renoué avec l'insécurité dans le nord. Et aujourd'hui, sur les 13 régions dans le nord, 10 sont aujourd'hui occupées par l'État islamique dans le Sahel, mais aussi 2 groupes djihadistes. Donc, il y a un cocktail Molotov qui est là. Vous savez ce qui a fait partir Marc-Christian Kaboré, c'était l'insécurité grandissante. Vous vous souvenez, en 2021, la dernière attaque a fait 137 morts. Donc, ce qui est venu jeter de l'huile sur le feu, l'opposition à un moment qui menaçait, si rien n'est fait, s'il n'y a pas une réponse proportionnelle apportée aux attaques djihadistes, qu'on allait demander son départ. Finalement, la société civile s'est invitée dans la danse, les partis politiques de l'opposition, mais ça ne suffisait pas. Donc, il a fallu que l'armée, qui était aussi très divisée, reprenne la main et donc il a été déposé. Donc, c'est l'insécurité qui a fait partir Marc-Christian Kaboré. Alors, lui, il vient dans ce contexte. Ce que l'autre n'a pas pu faire en 5 ans, est-ce qu'il peut le faire en quelques mois? Donc, il y a d'abord la première question. Et l'autre aspect aujourd'hui qu'il ne faut pas oublier, c'est que les groupes djihadistes qui sont en train de prendre de la puissance dans le pays ont bloqué certaines zones. Ils gagnent du terrain. Ils gagnent du terrain. Aujourd'hui, la situation ne s'est pas améliorée. Donc, la guerre a des effets secondaires. C'est sur le plan économique. Oui. Les produits qui viennent de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, n'arrivent pas dans certaines villes. Donc, il y a aujourd'hui la rareté de certains denrées alimentaires de première nécessité. Il y a aussi d'autres zones qui ont besoin de carburant. Il y a des ponts aujourd'hui qui sont occupés par des djihadistes. Donc, il n'y a pas de flux. Tout cela est venu créer une situation intenable pour les citoyens. Oui. Donc, l'opposition qui se sent un peu exclue de la gestion de la transition, puisqu'il faut rappeler au sein de l'Assemblée nationale, seulement sur les 71, 12 représentent l'opposition. Donc, les gens commencent à surfer un peu sur la crise économique pour dire, il nous a fait des promesses et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation assez difficile. Et c'est qui ne peut pas aider le pays. Parce que, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le Burkina est face à son destin. Oui. Sur le plan politique, il y a des réformes. Par exemple, lui, il a avancé sur l'initiative de la rédaction d'une nouvelle constitution. Par rapport à Conakry au Mali, il a fait des avancées sur le plan politique. Mais sauf que le ventre mou aujourd'hui du Burkina Faso, c'est l'insécurité. Sans compter aussi, j'aurais appris même ce matin que le poisson qui venait de l'Est n'arrive plus dans certaines villes. Donc, si vous êtes face à une telle situation, je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut accorder un peu plus de temps à cette junte qui est d'un côté en train de gérer la question électorale, mais aussi un retour éventuel à l'ordre constitutionnel, mais aussi la question de sécurité qui est, à mon avis, le chantier le plus important et le plus difficile et pour la junte, mais aussi ceux qui vont venir après. Je vais vous dire une chose, le Burkina Faso, on parle du Mali, mais ce que les gens ne savent pas, le Burkina est plus touché que le Mali. Vous avez au moins 2 millions de personnes déplacées. Vous avez des milliers de morts, sans compter que VDP qui avait été créé, qui était constitué des patriotes du pays, des civils qui se sont associés pour créer une force, pour aider l'armée. Aujourd'hui, VDP n'existe plus parce que les gens ont été démobilisés par manque de moyens. D'autres se sont rendus aux islamistes parce qu'ils sont dans le nord, ils cohabitent avec ces gens-là. Pour ne pas qu'il y ait des représailles dans leur famille, ils ont décidé d'abandonner. Donc, l'effectif est très bas aujourd'hui et le G5 Sahel, aujourd'hui, rencontre des problèmes avec la guerre entre le Mali et la France. Et le Niger, aujourd'hui, qui n'est plus en bon terme avec le Mali. Donc, ceci profite un peu de cette fragmentation des divisions qui n'arrangent personne pour prendre de l'ascension. Malheureusement, dans la sous-région aujourd'hui, la Guinée est dans une transition, le Mali, les 46 soldats, on en parle à tout moment, le Niger avec aujourd'hui ses pics, c'est entre le Mali et donc ça n'arrange pas les choses. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une unité d'action, que la CEDEAO, au lieu de se mettre à monter sur ses chevaux et mettre la pression sur ces gens-là, à distribuer des sanctions,
je pense que c'est là. Il faut travailler à la cohésion. Justement, à la cohésion d'abord, c'est là il faut jouer, trouver une solution à la question sécuritaire, parce que sans la sécurité, il n'y a pas de développement. Et tenez-vous bien, le taux d'inflation aujourd'hui au Burkina est passé à 17%. On le disait ce matin sur RFI. Et 17%, c'est du jamais vu. Même dans la sous-région, ça n'existe pas. Je pense que tout cela ne peut pas aider Damiba. Il n'y a plus de ministre de la Défense. C'est lui qui est le président de la transition et le ministre de la Défense, parce qu'il a compris que s'il ne trouve pas une solution, cela risque d'ouvrir la voie à une autre transition, ce qu'on ne souhaite pas. Il faut que Ambalou et toute son équipe se mettent du côté de ses militaires pour trouver une solution rapidement à cette question sécuritaire. Bien, bonjour Mafoudia. Bonjour Caps. Bonjour. Alors, votre point de vue sur cette actualité du côté du Burkina Faso, une crise ce matin, des tirs nourris entendus, l'incertitude totale. Oui, effectivement, l'incertitude totale, c'est la question que je me posais quand j'apprenais cette information. Je dis, si le Burkina aujourd'hui est le pays qui est plus apprécié par la CEDEAO en termes de conduite de la transition, mais il faut rappeler que le Burkina n'est pas dans la même situation, par exemple, que la Guinée. Le bien fondé de la transition au Burkina, c'est autour de l'insécurité. En Guinée, c'est pas forcément lié à ça. Donc aujourd'hui, dire qu'au Burkina, ils sont en train d'avancer vers la rédaction d'une nouvelle constitution, c'était pas ça le problème à ce niveau-là. Même quand ils prenaient le pouvoir, les premières raisons, les raisons même qui ont justifié sa prise de pouvoir, c'était que le président Kaboré n'arrivait pas à sortir le Burkina de cette insécurité et que lui, le président Damiba, venait justement pour cela. Mais il faut rappeler que il n'y a pas, dans les semaines qui viennent de passer, il y a une grogne qui s'est soulevée au sein même de la population. Les gens commençaient à dénoncer le fait qu'il y avait un convoi qui récemment avait subi une attaque qui a fait une dizaine de morts. C'était à Kaskende, j'y arrive. Donc c'est pour dire encore une fois que les gens ne sont pas contents, pour dire les véritables raisons qui t'amènent là, tu n'arrives pas à nous sortir de ça. C'est facile de juger quand justement, c'est facile de juger, mais justement, lui, c'est ce qui arrive à tous les chefs d'État d'ailleurs. Avant d'être au pouvoir, et quand on est dans le pouvoir, on n'a pas la même compréhension, la même vision, on ne décide plus de la même manière, on n'agit plus, la position change. Lui qui a pris le pouvoir en janvier dernier, dénonçait que l'autre était incapable. Au bout de 8 mois aujourd'hui, la situation s'est fortement dégradée. La situation se dégrade de plus en plus. Et ça devient quelque chose de très difficile, de très compliqué à comprendre. Maintenant, l'autre chose que moi je n'arrivais pas à comprendre, en général, quand il y a une transition comme ça, on sait que le pouvoir est fragile. Ça peut couler à tout moment, bien avant qu'on ne puisse bien s'enraciner, avoir l'armée et savoir qu'on a une partie assez intéressante de la population qui nous suit. Oui, je le comprends, mais il faut justement savoir cette attente. Mais l'armée est divisée aussi, donc il doit retravailler sur ce chantier-là. Il a hérité d'une situation difficile. C'est ce qui n'arrange pas les choses. Exactement, et donc c'est justement ce qu'il faut signaler, et c'est pourquoi je sais que j'ai envie de ressortir en fait là-dedans, c'est de le voir, lui, qui se promène, qui sort beaucoup plus du Burkina à l'image du président malien et du président guinéen. Pour moi, s'il se permettait de faire ses sorties, c'est que quelque part, il savait qu'il avait le soutien total de l'armée. Mais est-ce que c'est pas cette sérénité qui est aujourd'hui son problème? Parce que quand on voit son rapprochement avec la CEDEAO, l'entente est parfaite avec la CEDEAO, avec la France, avec la communauté internationale. Il est aujourd'hui présenté comme le bébé chouchou de la sous-région. Il a eu des coups d'État en Guinée, au Mali, au Tchad et autres. Mais aujourd'hui, celui qui est plus apte à répondre tout de suite présent à l'appel de la CEDEAO, à la communauté internationale, c'est bien Damiba. Est-ce que cela résonne bien aux oreilles? Ça dépend de la situation dans son pays. Dans son pays, voilà. Donc ça peut ne pas être la question fondamentale. C'est que les Burkinabés aiment. La question fondamentale, c'est ce que soulève Cap. Pourquoi il a fait le coup d'État? Justement. Parce que Marc, il était dans un pouvoir légal. Il venait d'être élu. Et au-delà même d'être élu nouvellement, il était en train de maîtriser comment on appelle ça, le paysage politique. Parce qu'il avait avec lui quelques opposants. Il avait commencé à avoir. Le reproche qu'on a fait à Roch Marc Christian Kaboré, c'est le fait qu'il n'a pas eu de leadership nécessaire pour faire face à cette crise qui est là-bas depuis longtemps. Donc quand vous prenez ce pouvoir, vous vous préoccupez des questions politiques plutôt que des questions sécuritaires. Oui, la communauté internationale va vous apprécier. Mais ce n'est pas pour cela que vous avez fait le coup d'État. Parce que celui qui était là n'avait pas de problème politique. Il avait des problèmes d'ordre sécuritaire. Je crois que là, il s'est comporté comme Aya Sanogo du Mali. Aya Sanogo qui fait le coup d'État à ATT, qui dit
dans quelques mois, je vais partir. Mais il fait quand même le coup d'État parce qu'il dit on ne nous donne pas les armes nécessaires pour aller combattre les djihadistes. Il dépose à Tété. Les jours qui ont suivi, on était sur le point de prendre Bamako. Je pense que ça, c'est un échec de la part d'Amiba. Il faut voir les choses clairement. Aujourd'hui, il peut bien être apprécié par la CEDEAO, par la communauté internationale, mais tant qu'à l'interne, ce problème sécuritaire demeure, bon, ça ne gagne pas. La CEDEAO, la communauté internationale ne sont pas bien perçues au Burkina, il faut le dire. Je veux donc terminer dessus. Et là, ça invite à une grande réflexion au niveau de la CEDEAO. Que la CEDEAO elle-même, elle comprenne désormais que la gestion de ces différentes transitions ne se limite pas uniquement qu'à l'organisation des élections et repartir. Parce que quand on voit les raisons pour lesquelles les coups d'État ont été effectués dans certains pays, ils doivent tenir compte de ces aspects sécuritaires bien avant de mettre en avant cet aspect politique du retour à l'ordre constitutionnel. Et s'ils vont sur des jugements comme ça, ils fixent des durées en fonction de ces faits-là, ils vont se tromper et le problème va perdurer. On sera là à faire semblant de résoudre le problème. Tant que l'origine n'est pas résolue, on va se retrouver dans un perpétuel recommencement. Et c'est d'ailleurs pourquoi, encore une fois, il faut insister sur une vraie refondation au sein de cette institution qui est la CEDEAO. La CEDEAO, justement, comment l'Afrique s'organise sur cette question sécuritaire? On attend toujours à être appuyé, accompagné de l'étranger. Oui. Comment l'Afrique s'organise? Comment on s'organise dans la sous-région? Est-ce qu'on n'a pas... D'abord, la CEDEAO, au départ, qui avait pour vocation l'intégration économique, ne l'a jamais réussi. Et progressivement, elle s'est vue, ou disons, elle a fait le choix d'aller sur des questions strictement politiques. La question sécuritaire, on était dans la réflexion pour mettre en place une force de la CEDEAO comme les Comores dans le temps qui avait aidé à lutter contre la rébellion au Libéria. On n'y est pas arrivé. Le G5 Sahel, je crois qu'il y a un président de la sous-région qui le disait clairement que c'est un échec, c'est le président nigérien. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de travail véritable de fond pour aller vers la mise en place d'une armée. Ils interviennent au Mali, mais sous l'égide des Nations Unies. Il n'y a pas de véritable indépendance. Pour le cas du Mali, du Burkina, je voudrais quand même évoquer le cas Blaise. Parce que ça ne doit pas être anodin. Quand il était au pouvoir, il s'était arrangé qu'il n'y ait pas d'attaque au Burkina Faso. En tout cas, tout le temps qu'il a fait au pouvoir, il n'y a pas eu d'attaque là-bas. D'ailleurs, il s'entendait bien avec quelques terroristes. Celui qui était à l'époque le médiateur en chef, c'est bien Diendéré, qui était Gilbert Diendéré. Quand les djihadistes prenaient des otages européens, que ce soit au Mali ou en Mauritanie, c'est lui, Blaise, qu'on voyait pour aller négocier. Et c'est Diendéré qui partait négocier avec les terroristes. Il obtenait, n'est-ce pas, leur libération. De ce que nous avons appris, c'est que les terroristes n'étaient pas loin de Ouaga. Ils étaient là. Et dès qu'il part, on organise les élections. Les grandes gueules. En janvier 2015, il y a la première attaque et ça ne commence même pas dans une région de l'intérieur. C'est dans la capitale que ça commence. Et depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, ça ne quitte pas. Damiba, quand il est arrivé, il dit finalement, même si on condamne Blaise, je vais quand même accepter qu'il vienne et qu'on sollicite, n'est-ce pas, son aide pour lutter contre le terrorisme. Il est venu, ça a choqué beaucoup de Burkinabés, mais qu'est-ce qu'il a apporté jusqu'aujourd'hui? Je crois que cette question mérite d'être posée. Les Burkinabés se disent, mais finalement, le monsieur, il est quand même poursuivi pour des crimes, et puis il a été condamné. Vous le faites venir, vous le recevez au palais, en espérant que lui et les deux autres anciens présidents qui étaient à la présidence de Kossiam ce jour allaient participer à la lutte contre le terrorisme. Ça fait quelques mois que cette rencontre a eu lieu. Il n'y a pas de résultat, les attaques continuent de plus belles et ce sont des militaires surtout qui payent le plus le tribut. Et est-ce que cette implication de l'ancien président Blaise Compaoré, est-ce qu'elle est sincère? Est-ce que c'est juste pour pouvoir regagner le pays? Est-ce qu'il ne joue pas son jeu? C'est d'autres questions qu'il faut se poser, Marfoudia. Ce serait trahir le Burkina. Moi, c'est la seule réponse que je trouve. Ce serait trahir le Burkina. Et à quoi ça lui apporterait? Parce que qu'est-ce que ça lui apporterait, je veux dire? Parce que quand on a été président de la République et qu'après tant d'années d'exercice, on vous enlève, c'est vrai que on peut tout le reprocher, il a fait ne serait-ce qu'un peu pour le Burkina. Il est parti et le voir sauf jouer... le jeu démocratique, l'alternance démocratique. C'est le bémol chez beaucoup de présidents africains. Oui. Mais et qu'il parte et qu'il continue à torpiller le travail qui est fait, ça, ce serait d'être de mauvaise foi et c'est encore à vérifier.
Mais ce sur quoi je veux m'étendre ce matin, c'est les raisons de l'insécurité. Et je suis d'accord avec Jacques quand il dit que ce que CAPS évoque, c'est cela le réel problème. Et moi, déjà, il y a quand un président, les présidents de la junte, les putschistes prennent le pouvoir, ils ont pour arme première le populisme. Ils s'arc-boutent sur un problème, ils ont besoin de vendre quelque chose. Qui n'a pas marché chez leurs prédécesseurs. Au Burkina, c'était la question sécuritaire. C'était un réel problème. Les Burkinabés avaient besoin d'être rassurés. Ils ont passé beaucoup de temps avec Blaise Compaoré. Il a fait ce qu'il a fait. On a vu que ces dernières années, la question du terrorisme est allée crescendo. Donc, il fallait quelqu'un qui avait plus de mécanismes, plus d'ouverture pour combattre ce problème. Et si les Burkinabés estimaient que Blaise ne pouvait plus, on a vu en l'homme la possibilité de le faire. Et il s'est engagé sur ce chemin. Mais alors, le problème est beaucoup plus complexe que cela. Parce que quand vous prenez les terroristes dans beaucoup de pays, ce ne sont pas des étrangers. Si par exemple en France, aux États-Unis, il y a une question sécuritaire liée au terrorisme, c'est facile d'identifier pour dire il vient d'Iran, il vient du Mali et autres. Donc c'est facile de déplacer le problème. Mais dans certains pays, ce sont les locaux. Ce sont les locaux. Et la question c'est pourquoi les locaux se transforment en terroristes. Et c'est là qu'on en vient à la gestion du pays des années durant dans le passé. Il se trouve que dans beaucoup de régions, les gens se sentent abandonnés. Ils ne peuvent plus compter sur l'État central. Ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas d'école, ils ne peuvent pas se nourrir. Ils se retrouvent comme s'ils n'appartiennent pas à une nation. C'est dans cette situation que quelqu'un quelque part, ou même eux-mêmes, ils se disent, puisqu'on est abandonné, prenons des armes pour réclamer qu'on soit dans de meilleures conditions. On se retrouve avec des appellations qu'on veut, des rebelles, des terroristes, mais toujours... On leur fait un lavage de cerveau, tout simplement, en utilisant l'arme qui est là. Déjà, on sait qu'il y a une base. On sait qu'il y a une base terroriste qui partirait des pays comme l'Iran et autres, des talibans et autres, qui ne cherchent que des endroits où s'infiltrer. Quand vous allez dans des pays, un coin d'un pays qui est abandonné par l'État, et vous venez avec votre argent, vous leur donnez à manger, vous vous occupez de ce que l'État est censé faire, vous faites cela, vous devenez le réel État. Et c'est là que les gens s'organisent. Et après, ça devient une attaque, pas forcément contre la population, mais contre l'État, parce que l'État devient l'ennemi. Quand vous voulez régler des problèmes comme ça, vous venez, mais ce n'est pas en une fraction de seconde. Parce qu'il faut-il déjà récupérer ces citoyens qui ne se sentent plus concernés par votre gestion. Comment ça se fait? C'est pas en un rien de temps. C'est pas en un rien de temps. Et lorsqu'on parle des forces africaines, je me rappelle de cette rencontre qui avait eu lieu avec les présidents européens. Je me rappelle de ce discours de Macky Sall qui demandait à ce qu'il y ait une aide financière, parce que si on laisse l'Afrique comme ça, le terrorisme va nous anéantir. Moi, je suis bien d'accord pour ce discours, mais en même temps, j'ai trop mal. C'est la question que je posais. Comment l'Afrique s'organise? Les Européens ont leurs propres problèmes. Les ressources sont ici, en Afrique. J'en viens. Et même là, il y a un problème. Parce qu'au moment où on demande qu'on nous donne de l'argent, le peu qu'on a, on ne peut pas l'utiliser. C'est un autre président, je crois, c'était le président tchadien, qui soulevait la question de la corruption au sein des armées africaines. Parce qu'il y a effectivement par moment des fonds qui sont déployés. L'argent est disponible pour acheter l'équipement, pour entretenir les troupes, mais justement, les chefs au sein des forces armées détournent l'argent. Et ça, c'est l'Africain. Même les effectifs qui sont annoncés, qui sont présentés, on dit on a tel nombre d'hommes, c'est pas la réalité. Parfois, ils gonflent des chiffres pour avoir de l'argent, et puis ça va. Et ça, c'est pas un problème européen, c'est un problème africain. Ça pose la question de ce que nous-mêmes nous voulons pour nous-mêmes en Afrique. Parce que c'est bien beau de tenir des sommets, d'aller demander de l'argent, et l'argent même qu'on aurait pu mobiliser. Aujourd'hui, tout à l'heure, quand je parlais des raisons, vous prenez l'Afrique, encore dans nos pays, on nous dicte là où il faut mettre plus d'argent. Quand on prend la répartition de notre budget, on nous dit, vous dites c'est de l'éducation, on a besoin aujourd'hui pour que la population puisse être à mesure de gérer demain. On vous dit non, la défense est plus importante, mettez là-bas. Je vous parle de l'indépendance là, dans la gestion même. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut même identifier nos réels problèmes, mais on n'est pas à mesure de poser les actes là où il faut. Au Burkina aujourd'hui, moi je veux bien comprendre la difficulté de ce président. Il a certes la volonté, mais je pense que ce dont il a manqué, c'est du réalisme. Les grandes gueules. Il faut être réaliste.
un tel problème, ce n'est pas évident de régler comme ça, de régler en une fraction de seconde. Il faut du temps. Et c'est vrai que quand on est dans la transition, peut-être qu'il est incompris aussi, pourquoi pas. Je suis convaincu de ça. Il y a cette pression de la CEDEAO aussi pour aller vers l'élection, et ça, c'est l'une des bourdes de cette institution. On nous parle tout le temps, on les entend souvent sur les questions électorales, mais sur les questions de fond économiques, sécuritaires, on ne les sent pas trop, parce que vous voyez, des changements comme ça, c'est pas en une fraction de seconde. On a besoin des réflexions et au bout des années, de voir l'impact. Regardez les conventions ou bien les décisions qui sont prises, ne serait-ce que pour la monnaie en Afrique de l'Ouest, mais ça tarde. Mais ce sont des choses qui pèsent sur nous, on minimise. Mais justement, ça fait que les populations restent dans un éternel recommencement, dans une pauvreté extrême, extrême, voilà, qui est vraiment l'élément fondateur pour qu'on se retrouve dans pas mal de problèmes comme le terrorisme. Si on ne s'y attaque pas, ça va être difficile, on va être tout le temps dans ces coups d'État, parce que rappelez-vous, depuis les indépendances, on est dans les coups d'État. On est en 2022. Jusqu'à présent, on parle des coups d'État et c'est pas près de finir. Parce que ce qu'on ne fait pas, on laisse de côté le plus important, on ne met pas en place la base pour qu'on puisse sortir des crises. Bien. Et évidemment, ça va rester. Ça va continuer. Donc, allez-y, Djiba, pour clore. Oui, justement, et il faut rappeler, en parlant de coup d'État, le tout premier coup d'État dans l'Afrique francophone, c'est au Togo en 1963. Donc, ça veut dire que depuis des années, depuis les indépendances, justement. Presque. Alors, ce que je voulais dire, c'est que sur cette question de djihadistes, parce que ça s'est aussi exacerbé avec le pays de Kadhafi, lorsque la Libye, la mort de Kadhafi, quand même, qui était arrivé à maintenir un peu l'équilibre au sein des castes et autres. Donc, avec l'éclatement qui est devenu aujourd'hui un État failli, où l'État n'existe pratiquement pas, l'État en tant qu'autorité. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Et aujourd'hui, si on veut inverser la tendance, non seulement il faut un partage d'informations, de renseignements entre les pays des trois frontières, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, il faudrait que Damiba et le Mali, je pense qu'aujourd'hui, au-delà des centres d'intérêt qui ne sont pas les mêmes, mais quand même essayer de trouver un point de convergence autour de la question sécurité, puisqu'ils sont tous touchés. L'autre aspect, rapidement, c'est de sortir un peu de ce qu'on appelle le tout militaire. C'est-à-dire tout ne se résout pas par les armes. Comme elle l'a dit, aujourd'hui, l'insécurité, le terreau fertile aussi, c'est le chômage des jeunes dans ces pays du Nord. C'est le manque pratiquement d'infrastructures. Donc, le cas de l'Azawad, aujourd'hui, avec les poussées, les appétits sécessionnistes, tout vient de là. Donc, je pense qu'il faut qu'à un moment donné qu'on puisse, au-delà de l'aspect du tout militaire, qu'il y ait des réflexions pour dire qu'est-ce que nous apportons, nous proposons aux autres. La géographie d'un pays peut le favoriser, comme il peut aussi le défavoriser. Parce que quand un État est assez grand, et que vous n'arrivez pas à maîtriser le territoire, vous pouvez être une puissance en termes géographiques, mais si vous n'arrivez pas à maîtriser la géographie du pays, à maîtriser toutes les zones, ça devient une source de déstabilisation pour vous. Il faut des réflexions pour le développement de ces zones-là. Alors, Djiba Soulevé Tamba, bonjour, bienvenue. Bonjour, Djiba soulevait une question tout à l'heure, par exemple la chute, la mort de Kadhafi, qui a quand même ouvert un terreau fertile à la prolifération du djihadisme. Les djihadistes qui ont commencé par la Libye, qui ont pris pratiquement le Niger, le Burkina Faso, en tout cas toute cette zone-là, est-ce qu'on peut dire que c'était sciemment fait d'abattre Kadhafi pour faciliter cela, ou bien quelle analyse peut-on apporter de ce côté s'il était encore vivant? Parce qu'aujourd'hui, du côté de la Libye, il n'y a pas d'État pratiquement. Là-dessus, Moussaïro, je pense que la France avait suffisamment de spécialistes, la communauté internationale avait suffisamment de spécialistes de ces questions-là, de géopolitique, de géostratégie, mais aussi de questions sécuritaires pour savoir que si Kadhafi tombait, ça ouvrait la voie à quelque chose. C'était une sorte quand même de paravent. On a beau lui reprocher des choses, on savait qu'il contenait un certain nombre de fléaux qui s'abattent aujourd'hui sur nous. Oui. Moi, quand j'entends qu'il y a des tirs au Burkina Faso, quand je vois des coups d'État là-bas au Mali, quand j'entends qu'il y a des terroristes qui ont frappé ça et là, moi, c'est à nous que je pense. Justement. Je vais vous dire, il y a par exemple au Mali, 2 peuples qui s'affrontent permanemment. Ils sont présents en Guinée. Oui, éleveurs et les exactement, les Dogons notamment, et les autres, oui. Ils se rencontrent là-bas, ils se cognent. Dernièrement, la communication de Hali Poulard, vous avez suivi cette déclaration. De plus en plus, ce type de troupeau arrive chez nous.
Les grandes il y a gueules. ce type de conflit qui s'instaure. Dans tous les États du Sahel, vous posez des questions. C'est quoi votre problème? Vous allez voir que si on vous en cite 3, il y aura à l'intérieur la question du conflit, de la coexistence, comme problème permanent dans tous les États du Sahel que vous voyez, notamment le Niger, le Burkina et le Mali. Alors, il y a un véritable souci aujourd'hui. Nous sommes les mêmes peuples, nous avons les mêmes habitudes, nous avons les mêmes croyances, mais surtout, nous vivons plus ou moins de la même manière. Les mêmes réalités. Donc, vous voyez bien que ça, c'est un premier élément à ne pas perdre de vue. Moi, quand je vois ces États, je regarde à la Guinée, et honnêtement, j'ai peur. Je pense que toutes les autorités ouest-africaines, notamment, doivent regarder à ce qui se passe au Mali comme les concernant. Et travailler, je ne sais pas de quelle manière, mais travailler dans un cadre intégré comme celui de la CEDEAO, à trouver de véritables problèmes. Il y a eu un premier agendage qui finissait en 2020, côté CEDEAO, qui n'a pas résolu les problèmes. Le principal problème à cette époque, c'était la sécurité. Aujourd'hui encore, pour 2030, le principal problème encore, c'est la sécurité. Au Niger, au Mali et au Burkina, il y a cette stratégie des Nations Unies, une stratégie intégrée que même Maïga évoquait à la tribune des Nations Unies, c'est-à-dire sécurité, résilience, et puis il y avait un autre pilier sur lequel les Nations Unies s'appuyaient pour régler la situation. Revenant à cette question, Moussaïro, quand on dit on a abattu tel nombre de djihadistes, même au Mali, quand on les regarde, on voit en fait que ce n'est pas des gens importés. C'est des locaux qui vivent là, qui ont les mêmes plaintes que nous avons aujourd'hui, que nous entendons, notamment sécuritaires, notamment alimentaires. Là-bas, par exemple, au Mali et au Burkina, c'est la même situation. C'est cette absence de l'État qui a été décriée parfois. Et cette mauvaise répartition des richesses nationales. Et ce défaut d'inclusion, à la fois économique, mais sociale surtout. Oui. Et donc, tout ça s'entretient. Et on arrive à ce que nous avons, c'est la montée du terrorisme, moi qui m'inquiète. Mais sur les tirs, et j'ai écouté tout à l'heure MAF en arrivant, moi je suis bien d'accord, les solutions militaires en fait, au-delà des États, il y aura quand même des répercussions. Je vais vous dire, s'il s'agit, et on tente d'avoir quelqu'un du Burkina pour nous en dire ce qu'il en est, mais il faut savoir que aujourd'hui un nouveau coup d'État au Burkina Faso, l'étau va se resserrer sur d'autres États comme la Guinée et le Mali. Il faut même pas se leurrer parce que la CEDEAO va se retrouver à dire nous pensons que nous avons été trop laxistes. Cette fois, nous devons sortir le muscle. Aujourd'hui, mieux que jamais, pour mais comment sortir ce décourager. muscle là justement? Mais je vais vous dire, il y a toujours des ressources, sauf que les gens réfléchissent encore, mais si on fait ça, il y aura ceci, les populations vont souffrir. Mais à un certain moment, je pense qu'un coup d'État, aujourd'hui au Burkina Faso, sera un coup d'État de trop dans la situation actuelle. Et je vais vous le dire, on va tous subir les contre-coups de ce coup d'État au Burkina s'il est avéré, s'il en est un. Espérons que ça ne soit pas le cas. De toutes les façons, on va essayer d'aller sur le terrain si les dieux de la téléphonie nous le permettent avec Mathieu Dalouba. Donc, il est journaliste à la radio-télévision burkinabé. Si Mohamed est en train de se battre pour essayer de l'avoir. Voilà, ce que j'ai envie de rajouter, c'est justement répondre à cette interrogation que Tamba soulève. C'est de dire, est-ce que aujourd'hui, si la CEDEAO se fixe pour objectif de mettre fin désormais au coup d'État, mais la véritable question à se poser, est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à mettre fin au coup d'État? Est-ce que les coups d'État, finalement, sur notre continent, vont s'arrêter? Moi, je me dis non. Pourquoi? Parce que les véritables raisons qui sont toujours évoquées, qui justifieraient le fait qu'il y ait ces coups d'État-là, on sort de ces coups d'État, il y a un nouveau régime qui arrive sans qu'on ne résolve ce problème-là. Et ce régime qui vient va dans la même lancée et finalement, c'est un perpétuel recommencement. Et tant que l'origine des problèmes n'est pas résolue, on ne peut pas prétendre qu'on mettra fin aux différents coups d'État sur le continent africain. Donc, au lieu que la CEDEAO soit plus dans cette idée ou cette philosophie de pouvoir refaire l'étau sur les États, rendre plus dures les sanctions par rapport à ces coups d'État qui arrivent, mais qu'ils acceptent de poser les vraies questions, qu'ils fassent les vrais accompagnements auprès de ces pays-là. Aujourd'hui, la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que la CEDEAO est en train de faire par rapport à cette force militaire qui vient, cette section sécuritaire qui vient appuyer les États qui sont aujourd'hui en train de vivre ça pour sécuriser les autres pays qui sont autour. Parce qu'aujourd'hui, Tamba le disait, c'est ce qui se passe du côté du Mali, du Burkina,
il y a beaucoup de menaces du côté de la Guinée. Donc moi je me dis aujourd'hui que la vraie question, c'est encore une fois, à ce niveau, il faut s'intéresser à l'origine du problème, que plutôt se mettre sur les symptômes du problème par rapport au fait qu'il faut un retour à l'ordre constitutionnel, il faut contraindre les militaires à rapidement laisser le pouvoir, il faut se focaliser sur cette histoire de durée de la transition, il faut se poser les vraies questions, et les vraies questions sont connues aujourd'hui. Si on ne les résout pas, on ne pourra pas s'en sortir, et ça ne peut qu'être un perpétuel. La CEDEAO, sa façon de procéder sur c'est le Mali, le Burkina et tout ce qui se passe aujourd'hui, dans sa démarche aujourd'hui, la CEDEAO devient une mauvaise solution appliquée à un véritable problème. Oui. Parce que le problème dans ces États qui diffèrent des uns et des autres, c'est l'insécurité. Est-ce qu'on peut, par exemple, le Mali l'avait dit, est-ce qu'on peut organiser des élections dans un contexte où certaines zones, on ne pourra pas battre campagne, les gens ne pourront pas voter, les candidats ne pourront pas se présenter. C'est le cas au Mali. Justement, il faut commencer déjà à réadapter. Je pense que les sanctions et les discours doivent changer. Parce que sinon, vous êtes en train de décaler les problèmes, de les différer au lieu de trouver une solution. Et à un moment, il faut écouter, je pense que ces peuples africains, qui sont aujourd'hui touchés dans leur dignité, qui ont perdu assez de familles, des gens qui sont déplacés aujourd'hui, qui ne sont plus dans leur ville, dans leur préfecture, dans leur zone. Je pense que ça mérite une réflexion au-delà d'une simple élection qui peut être un changement d'homme à la tête du pays. Et la réflexion, c'est ce qui nous manque en Afrique. Je pense que c'est un réel problème. Vous savez, dans un pays où vous allez voir, par exemple, qu'il y a un gouvernement, qu'il y a une assemblée, mais derrière, il doit y avoir, et à tout moment, des cellules de réflexion pour la nation. Parce que les cellules de réflexion, à mon sens, nous éviteraient quoi? Que chacun individuellement pris pense qu'il est la solution. Ça fait que lorsqu'il y a un qui est au pouvoir et qui rencontre des difficultés à répondre aux préoccupations, on pense que le problème, c'est la personne. Donc, si une autre personne vient, elle saura trouver une solution. Alors que ce n'est pas forcément la solution. C'est pourquoi lorsqu'il y a une cellule de réflexion profonde dans un pays, une cellule de réflexion qui n'est même pas à la portée du public, qui n'est pas vue, mais je veux dire par là, un ensemble de personnes, des citoyens qui n'ont pour objectif que de faire des réflexions, mais très profondes pour la nation, et de les soumettre et à toutes nos institutions. Mais là, je vous parle par exemple d'une cellule qui n'est pas vue, qui n'est pas connue, qui est officieuse, mais qui fait tout pour le bien du peuple. Parce que ça nous permet de tenir quelque chose. Parce qu'un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Tu te couches, tu te réveilles, tu dis non, lui qui est là-bas, il n'est pas bien. Il faut que ça soit moi qui vienne. On se retrouve permanemment dans des problèmes. Dans des guerres d'ego de personnes, dans des débats de personnes. Ça ne peut pas fonctionner. Lorsqu'une personne est au pouvoir, il y a des difficultés d'obtenir des résultats. Il y a un gouvernement, je pense que des réflexions doivent être menées. Nous n'arrivons pas à joindre Mathieu Dalou du côté du Burkina Faso. On va peut-être essayer dans la deuxième partie l'avoir pour quelques explications. Les dernières informations, en tout cas les informations qu'il a essayé de me donner, c'est qu'il s'agirait d'action de l'unité spéciale Cobra, donc une unité d'élite qui a son homme incarcéré depuis la prise du pouvoir, Emmanuel Zograna. Donc ce sont ces hommes qui ont pris des armes pour exiger un traitement égalitaire entre toutes les unités et exiger surtout sa libération. En tout cas, ce sont quelques informations pas très sûres encore une fois, puisque personne n'a encore accepté de prendre la parole officiellement. La gendarmerie également qui demande plus d'équipement pour être à la hauteur aujourd'hui de leurs interventions dans le pays. Donc certainement des dessous, des discussions, des revendications. En 30 secondes, comment on appelle Zachary pour terminer. Oui, c'est le même type de revendication. Tu entends tout ça, tu penses à ton pays. C'est la même histoire, c'est la même rengaine, et je pense qu'il faut donner force aux propos de MAF par rapport à la réflexion prospective. Parce qu'on est dans la gestion d'aujourd'hui et peut-être même d'hier. Du quotidien. Et vous savez, il y a cette belle idée, c'est Michel Godet qui a dit ça, qu'il faut être dans la prospective parce que c'est la... Comment il appelle ça? C'est
je vais retrouver la meilleure formule dans la deuxième partie pour ne pas dire n'importe quoi. Bien, à venir donc dans la deuxième partie, nous parlerons avec le chercheur d'Amnesty International, Fabien Hoffner. Nous parlerons également de cette école qui a été mise en index par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, d'autres sujets à développer ici et peut-être pourquoi pas partir du côté du Burkina Faso pour en savoir davantage et vous donner plus d'informations sur ce sujet. Bienvenue chez les Grandes Gueules si c'est maintenant que vous nous rejoignez.